Salut tout le monde, bienvenue à ce premier vidéo sur le jeu Long Street Attacks, publié par Revolution Games en 2018. Dans ce vidéo, nous allons introduire le jeu proprement, parler des conditions de victoire et faire un petit tour de l'anatomie des unités. Oh là là, ça fait longtemps qu'on en parle. Le voici dans toute sa splendeur, c'est le cas de le dire. Long Street Attacks qui porte sur le deuxième jour de la bataille de 3 jours de Gettysburg. Euh, My God, on commence une playlist là, épique et là on est dans le wargame relativement sérieux là. C'est un jeu à l'échelle là, qu'on appelle en anglais le Grand Tactical, là. Je sais pas c'est quoi la traduction en français, là, c'est peut-être macro tactique, là. C'est-à-dire qu'on n'est pas à l'échelle là, vraiment tactique là, comme Combat Commander, là, où presque chaque soldat est identifié par son nom et son prénom, là. Sauf qu'en même temps, il faut comprendre, là, par exemple, cette unité-là, là, on parle ici là, de 250 hommes, là. Fait que, il y a quand même du monde à la messe, comme on dit en bon québécois, là. Sauf qu'il y a encore le principe là, de line of sight, de ligne de vue, pour tirer d'une unité à l'autre, là. Puis pour moi, ça veut dire que quand on est encore en train de tracer une ligne entre deux hexagones pour savoir si on se voit, là, on est quand même à l'échelle tactique, là, mais on appelle ça en anglais du Grand Tactical, c'est-à-dire qu'on est quand même là, un peu plus haut dans les airs que dans le Combat Commander. Bon, vous la voyez, là, laissez-moi faire, là, exceptionnellement, là, je ne vais pas resizer à la taille de l'écran, là, parce que c'est très gros, là, fait qu'on va scroller un petit peu, là, parce que la map va même, là, bon, là, j'ai monté, là, mais bon, faut dire qu'à droite, il se passe pas grand-chose, là, à droite, qui se trouve être le sud, là. La rose des vents est couchée sur le côté, là, comme on va le voir ici, là. Mais bon, disons qu'à droite de cette unité-là, ici, il se passe pas grand-chose, là. Mais n'empêche, il se passe un paquet de choses puis un paquet de boards si on s'en va à gauche puis en haut, là. Fait que je serais pas capable de tout vous montrer à mesure, mais le point que je veux faire ici, là, c'est que vous regardiez, là, si vous n'êtes pas déjà en train de baver, puis de dire, Christ, cette carte-là, mais c'est quelque chose à faire encadrer, ben effectivement. Faites la connaissance de Rick Barber si vous ne le connaissez pas. Et si vous ne le connaissez pas, il est trop tard pour le connaître puisqu'il est mort, hélas, pendant la pandémie. Il est mort en 2021, je crois. Fait que des belles cartes de même, on n'en verra plus, là. Il en a fait beaucoup avant de mourir, là, mais malheureusement, il est décédé. Là, mon ami Mario Vallée l'appelait le prince des belles cartes, là. Et avec raison, là, c'est personnellement la plus belle map sur laquelle j'ai joué de ma vie, là. Le niveau de détail est complètement hallucinant. Et Rick Barber était célèbre pour aller marcher sur le champ de bataille de Gettysburg pour s'assurer là, que ses cartes étaient vraiment là, précises. J'ai l'impression que chaque arbre est à sa place. Disons, c'est assez hallucinant son niveau de professionnalisme puis son talent graphique pour faire des cartes. Là, c'est de toute beauté, c'est époustouflant, là. Ce jeu-là fait partie d'un système, quand même, un système qu'on appelle le Blind Sword System. Le designer qui est Herman Luttmann est un des quelques designers quand même qui ont fait, c'est pas son système à lui, dans le sens où c'est peut-être lui qui l'a créé, mais depuis ce temps-là, il y a d'autres designers qui ont pris son système, là, comme c'est souvent le cas, là, le système appartient peut-être un petit peu plus à l'éditeur, puis encore là, il y a d'autres compagnies, il y a d'autres maisons d'édition qui ont fait des jeux avec ce système-là ou inspirés de ce système-là. Bref, si vous entendez parler du Blind Sword System, on est là-dedans. Il y en a eu plusieurs sur la guerre civile américaine, là, comme c'est le cas ici, là. Mais il y en a même eu d'autres là, sur d'autres types de conflits, là. Fait qu'en gros, là, c'est un jeu qu'on appelle là, de cheat pool en bon français. Encore là, je sais pas c'est quoi en français réellement, là, mais c'est du tirage de jetons, là. Bref, on met un paquet de jetons là, dans une tasse, là, puis on tire ça, là. Fait que l'ordre des activations des différentes unités que vous voyez sur le board là, est aléatoire en fonction de ça, là. Ce qui est fascinant de ce jeu-là, j'ai pas le choix de quoter mon ami Tim Gagnon, euh, qui adore le jeu. Il a déjà dit, dans le fond, je déteste les jeux de type cheat pool, je déteste la guerre civile américaine, mais j'adore ce jeu-là, qui est pourtant un jeu de la guerre civile américaine avec la mécanique de cheat pool qui est au centre de tout ça.
Fait que ça vous donne une idée des vertus du jeu, là, entre autres du système de combat là, qui est excitant, là, comme ça n'a pas de bon sens. Là. Vous allez être sur le bout de votre chaise tout le long, puis qui crée toutes sortes de moments. Là. C'est de l'action, de l'action, de l'action. Chris, vous voyez le monde qu'il y a là. Là. Fait que vous voyez là, les troupes là, de l'Union, puis les rebelles là, qui sont ici. Là, puis Chris, on va se taper dessus, ce sera pas long. Là. Le premier tour, peut-être, là, qui est un petit peu plus, là, on avance. Là. Mais à partir du deuxième tour, là, vous allez vous regarder dans le blanc des yeux, toute la gang, là. Puis là, chaque jeton qui va être tiré là, de la fameuse coupe, de la fameuse tasse, là, va donner lieu à des moments là, incroyables. On va parler de la campagne dans cette vidéo-là. La campagne là, qui consiste en 14 tours, des tours de 20 minutes. Là. On est vraiment à l'échelle. Là, Et c'est drôle parce que c'est un des rares jeux où ça prend plus de temps de jouer un tour que ça l'a pris dans la vraie vie pour que, tu sais. Fait que jouer un tour dans ce jeu-là, autrement dit, c'est plus long que 20 minutes. Mais un tour, là, à l'échelle du combat, là, ça dure 20 minutes, là. Comptez une grosse journée pour jouer la campagne, là, probablement du matin jusqu'au soir assez tard, là, si vous vous rendez vraiment jusqu'à la fin du 14e tour sans que personne ne concède. Bon, le terrain, on va y revenir, là. Évidemment, là, il y a toutes sortes il y a toutes sortes de types de terrain là-dedans. Bon, les maps de Rick, là, c'est qu'on le veuille ou non, là, il y a beaucoup d'éléments décoratifs. Là. Je vous annonce déjà là, que tous les petits ruisseaux ici, là, au niveau gameplay, c'est totalement décoratif. Même principe avec les buildings. Les buildings, c'est décoratif. Ça ne confère pas de bonus en défensive, peut-être comme on est habitué de voir. Euh, Encore là, on va y revenir, mais juste pour vous dire que les petits chiffres que vous voyez ici, là, le 6, le 5 puis le 4, c'est des niveaux d'élévation du terrain. OK? Fait que plus c'est bas, plus c'est creux, puis plus c'est haut, justement. Là. Et croyez-le ou non, bon, c'est extrême, là, mais on se rend là, jusqu'à 13 comme niveau d'élévation ici. Là. La grande majorité de la bataille se passe au niveau 4, 5 ou 6. Là. Puis essentiellement, quand vous êtes plus haut que l'autre, bon, vous n'avez pas besoin là, de faire des soustractions puis des calculs épouvantables avec cette affaire-là. Là. Croyez-moi, sur parole, ça devient naturel, là, ces espèces de chiffres-là, puis c'est pas trop difficile de vous y retrouver. Là. Ne soyez pas intimidés, autrement dit, par le fait qu'il y a 13 niveaux d'élévation sur la map. Là. C'est quand même pas si pire que ça. Là. Même ce qu'on appelle là, les hex sides, les côtés d'hexagone, aussi, il peut y avoir des choses là, comme ces espèces de petites lignes rouges-là ici. Là, ça veut dire une pente un peu plus raide, un peu plus abrupte. Encore là, on va en parler, surtout quand on va parler du mouvement. Il y a ce qu'on appelle des woodlines aussi, qui peuvent venir couvrir des lignes de forêt, là, qui peuvent venir couvrir un hexside. Ça aussi, c'est important. Il y a des routes. Encore là, c'est pas évident la différence, mais ça ici, c'est, je ne sais pas comment ils appellent ça, une main road, je pense, une route principale. Puis ça ici, c'est plus une route mineure, là. Fait que, comment est-ce qu'ils appellent ça, donc? Ouais, une main road, puis une lane. Fait que, donc une route principale, puis une espèce de sentier, là, I guess. Fait que, tu sais, c'est pas évident, là, mais on voit que cette route-là est un petit peu plus large, pas des espèces de petits picots de chaque côté, là, comparé à celle-là, là, qui est plus une lane. OK, fait que de toute façon, comme je dis, là, on va y revenir là, à tout ça, là, puis quel est l'impact que ça a là-dessus. Là, j'essaye de vous donner comme une espèce de tour d'horizon. On va parler des conditions de victoire. Fait que ça, c'est très hot. Là. Déjà en partant, là, je vais me répéter, là, mais c'est tout est hot là, dans ce jeu-là quasiment. Là. Mais alors, les points de victoire sont cumulés à la fin de chaque tour. Donc ça, c'est quand même un peu innovant. Là. Donc, au niveau du contrôle des hexagones, là, je vais cacher les unités là, temporairement. Là. Les hexagones importants sont identifiés là, par un cercle avec une étoile dedans, comme on voit ici. Il y a 4 types de cercles comme ça. Là. Fait que quand le cercle est rouge uniquement, le contrôle de cet hexagone-là donne des points de victoire uniquement aux rebelles. OK? Ça veut dire que même si l'Union, là, qui sont les gentils, là, finalement, même si l'Union contrôle cet hexagone-là, ça ne lui donne pas de points de victoire. Mais évidemment, ça l'empêche les rebelles de le contrôler. Donc, à quelque part, vous pouvez voir ça quand même comme un petit accomplissement. Là. Mais si les rebelles, par contre, contrôlent cet hexagone-là, ça leur donne un point de victoire. Évidemment, le chiffre qu'il y a dedans, c'est la valeur en points de victoire
de l'hexagone. Les cercles bleus ont de la valeur à l'inverse uniquement pour l'union. Donc, dans le cas de cet hexagone-là, ici, 18,03 ne donnerait un point de victoire qu'à l'union une fois qu'il est contrôlé. Puis vous en avez qui sont comme bicolores, rouge et bleu. Donc, ça, c'est des hexagones là, qui donnent des points de victoire aux deux factions. Donc, peu importe qui contrôle cet hexagone-là à la fin du tour, il y a un des deux camps qui va recevoir des points de victoire, c'est sûr, soit l'Union ou soit les rebelles. Puis le quatrième en fait et dernier type de symbole, c'est pour les rebelles seulement. Là, vous avez deux hexagones avec un A à l'intérieur, A comme dans Automatic Victory. Donc le contrôle de cet hexagone-là à la fin d'un tour donne une victoire automatique aux rebelles. Puis si je vous remets les unités, là, vous allez comprendre pourquoi. Là. Calvaire, si les rebelles sont rendus ici, ça va pas bien. Ça va pas bien pour l'Union. Je rappelle que les rebelles commencent ici, là, puis doivent traverser tout ça avant de se rendre là. Fait qu'encore là, c'est le fameux principe là, d'abréger les souffrances d'un camp qui, anyway, n'a aucune chance. Là. Au début de la game, au début de la campagne, l'Union contrôle tous les hexagones. C'est pas compliqué, là, tous les hexagones qui ont une valeur, là, quelle qu'elle soit. Fait qu'autrement dit, même si l'Union n'a pas d'unité ici, considérée évidemment comme contrôlant cet hexagone-là. Alors, tout est à faire, si on veut, pour les rebelles. C'est les rebelles vraiment qui attaquent, puis c'est aux rebelles là, de déloger l'Union, là, puis tranquillement, pas vite, de ramasser des points de victoire. Fait que c'est pas rare qu'à la fin du premier tour, comme je disais, là, c'est beaucoup du déplacement. Là. Les rebelles vont se déplacer puis vont venir se coller, peut-être faire une coupe d'attaque, mais pas grand-chose. Là. Ils vont venir se coller sur l'Union. Fait que c'est pas rare que dès le premier tour, l'Union va comme faire 10-12 points de victoire. Là, je me rappelle plus exactement, là, mais c'est essentiellement là, les hexagones bleus puis les hexagones bicolores qui sont tous contrôlés par eux autres. Mais dès le deuxième tour, là, quand les rebelles vont commencer à botter le cul de l'Union, puis les tasser des hexagones, là, ben là, le pendule va vraiment shifter comme ça, là, parce qu'il faut comprendre, dans le fond, qu'essentiellement, à chaque fois que les rebelles viennent capturer un hexagone comme ça, ben non seulement ils privent l'Union de ce point de victoire-là, mais ils se le prennent pour eux autres. Fait que vraiment, là, ça, la balance, la balance se déséquilibre assez rapidement là, au fur et à mesure que les rebelles prennent du terrain. C'est vraiment une belle bataille. C'est vraiment une belle bataille. Vous vous faites ramasser comme Union au début de la game parce que bon, les rebelles ont moins de troupes, mais on va le voir, la qualité de leurs troupes est vraiment plus grande. Là. Puis la qualité de leurs généraux aussi est meilleure. C'est un classique dans les jeux de guerre civile. Puis by the way, je suis pas un buff là, de guerre civile. Fait que je vais pas vous ennuyer avec la fois que tel général, son lacet a détaché dans telle bataille, puis est tombé de son cheval, puis tout le kit, là, je connais pas, je connais très très peu sur la guerre civile américaine, mais je peux vous dire que au niveau gameplay, c'est une très belle bataille dans le sens où les rebelles commencent très fort, les rebelles décrissent l'Union d'à peu près partout, puis c'est genre sans espoir, puis comme dans beaucoup de batailles, l'Union reçoit des renforts, puis là, l'Union est capable de contre-attaquer. Donc, puis à ce moment-là, c'est les rebelles qui essayent désespérément là, de tenir leurs hexagones. Là. Mais c'est vraiment, il y a un beau flow, autrement dit, dans la bataille. Fait qu'à la fin de chacun des 14 tours, vraiment, à la fin de chacun des 14 tours, vous allez regarder c'est quoi le statut de contrôle de ces hexagones-là, puis assigner les points de victoire en conséquence. Bon, évidemment, si vous faites le différentiel, fait que si par exemple euh, l'Union contrôle pour 12 points de victoire d'hexagone, puis les rebelles en contrôlent pour 2, ben 12 moins 2, ça donne 10 points de victoire aux rebelles. Fait que vous allez ajuster le marqueur de points de victoire en fonction de ça, puis vous allez faire ça tour après tour après tour. Fait qu'il y a vraiment un enjeu à chaque tour. À chaque tour, si vous êtes capable, via une activation de plus, un déplacement de plus, d'aller chercher un hexagone de plus, ben ça va vous payer tout de suite. Ça, j'adore ça parce que c'est pas juste on se positionne là, puis on joue pendant une journée complète de 9 h le matin à minuit le soir, puis à minuit, c'est là qu'on regarde qui contrôle quoi. Il y a vraiment un enjeu à la fin de chaque tour pour bien vous positionner puis aller arracher des points de victoire à votre adversaire. Puis en plus de ça, à la fin de la game, chaque camp va être récompensé pour les unités de l'adversaire qui a éliminé. Fait que vous allez recevoir un demi-point de victoire par force d'unités éliminées. Puis ça va avoir tendance à favoriser un petit peu plus les rebelles. Fait que découragez-vous pas trop si au niveau des points de victoire, comme rebelle, si vous êtes dans le trou, souvent vous allez éliminer énormément
d'unités de l'Union, là. Fait que, tu sais, là, par exemple, si j'avais éliminé ces deux unités-là de Brewster, là, de la brigade de Brewster, fait que 6 points de force, 6 points de force, ça donne 12 points de force, je recevrais 6 points de victoire pour ça. Mais ça, c'est uniquement à la fin de la game. Puis on va le voir, là, mais dans ce jeu-là, les unités sont éliminées, entre guillemets, temporairement. À l'échelle qu'on joue, là, on joue pour 14 fois 20 minutes. Là. En fait, la campagne commence à 4 heures de l'après-midi, puis ça se termine à 8h20. Tout le monde s'en va souper, puis on se dit on se tapera dessus demain matin. Fait que, tu sais, là, ça dure 4h20 au total. Là, fait qu'il n'y a aucune unité là-dedans qui est complètement éliminée. Là, sont plus désorganisées, réduites, puis tout le kit. Là. Fait qu'ils peuvent revenir en cours de jeu, les unités éliminées. Là, mais on prend vraiment le photo finish à la fin de la game. Là. C'est là qu'on va comptabiliser les unités éliminées par tout le monde. On va additionner les points de force de ces unités-là. Là, puis on va diviser ça par deux, puis on va donner la paye à chaque joueur. Et en conclusion de cette vidéo-là, on va faire un petit tour d'horizon des unités. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve là, sur quelle est l'anatomie d'une unité? Là, on va regarder encore notre ami Brewster ici. Fait que le chiffre en bas à gauche, le 6 que vous voyez là, c'est la valeur de force de l'unité là, qui représente à quel point elle est efficace en combat, là, au niveau de ses tirs, puis au niveau là, de se battre. Juste à côté de ça, l'espèce de petit R dans une genre de balle de fusil. C'est le type d'armement dont est équipée cette unité-là, si on veut. Là. Fait la grande majorité des unités d'infanterie, vous allez voir R parce que c'est des rifles. Puis là, je suis pas au courant là, de toutes les petites nuances là, de mousquets puis de toutes sortes de gogos là, dans ce temps-là. Là. Mais si je vous en prends une autre ici, là, fait qu'on voit Ward, là, on voit c'est écrit SR à côté. Fait que ça, c'est différent au niveau des unités d'artillerie aussi. Vous allez avoir MX pour mixed, puis vous allez avoir S pour smooth bore, là, comme on voit ici. Là. Bref, toutes ces affaires-là, essentiellement, là, c'est pour déterminer là, le range, la portée de cette unité-là. Là. Fait que vous avez là, tous les symboles que vous pouvez retrouver d'armement sur les unités. Vous les avez ici. Là, la résolution est un peu poche là, dans le module Vassal. Ils ont pris certains player aid puis ils les ont squeezés là, avec des résultats, disons, variables. Mais vous avez ici, là, si vous voulez savoir c'est quoi la portée d'une unité, vous avez juste à regarder c'est quoi son armement. Puis on va revenir là-dessus quand on va parler des combats du Fire Combat. Là. Mais vous êtes capable de voir là, bon, à combien de hex cette unité-là est effective, son long range, son extreme range, c'est combien. Puis ça, les chiffres vont varier en fonction du type d'armement de l'unité. En bas à droite, vous avez le crissement important Cohesion Rating, ce qu'on va appeler le CR, le rating de cohésion de l'unité, à quel point l'unité là, est disciplinée, bien organisée, capable d'écouter les ordres, name it, là. C'est là qu'il y a une hostie de différence vraiment entre l'Union et les rebelles. Là. Si vous regardez là, les unités de l'Union, qui sont les unités bleues, là, évidemment, là, vous allez avoir beaucoup de 2 puis de 3. Puis du côté rebelle, vous allez avoir surtout du 4, très peu de 3 même, et parfois du 5, ce qui est complètement insane. Là. Donc, au niveau de la qualité des troupes, on va le dire de même, là, il y a une hostie de différence vraiment entre les deux camps. J'en profite pour parler du stacking limit qui est en fonction de la valeur de force. Fait qu'un hex ne peut pas contenir là, plus de 10 points de force à l'intérieur. 10 points de force, là, je répète, là, ben, je ne l'ai pas dit, là, mais un point de force est équivalent à 50 hommes. Fait que 10 points de force, c'est quand même 500 hommes dans le même hex. Ça commence à être pas pire. Là. Fait que c'est pour ça que vous ne voyez pas aucun hex là, qui dépasse ça. Là. Là, vous allez me dire, hey Marco, ici il y a 12. Mais ça, c'est de l'artillerie qui est ici. Puis l'artillerie, si je m'en viens ici, là, le stacking de l'artillerie, là, ça compte pour 3 quarts finalement. Fait que, donc, vous avez quoi ici? Là? Vous avez une petite table, si vous avez de la misère à faire du calcul. Là. Vous avez une petite table ici là, qui vous dit le tant de points de force d'artillerie, c'est égal à ça en termes de stacking. Fait que c'est pour ça que mes 12 unités d'artillerie que j'ai ici, là, en fait, comptent pour seulement 9 de stacking. Fait que c'est légal d'avoir 2 unités d'artillerie qui sont ici, puis même si ça totalise 12. Là. OK, quoi d'autre que nous avons? Il y a des unités ici là, qui ont la force est dans un cercle jaune. Ça veut dire que ces unités-là sont considérées comme étant fragiles. Ça veut dire qu'essentiellement, elles n'ont qu'un step.
pour employer du langage de Wargamer, là. Fait que dès qu'elles doivent être réduites, là, euh, en tout cas, ils sont considérés déjà, autrement dit, comme étant sur leur côté magané ou sur leur côté réduit, là. Puis ces unités-là, spécifiquement, quand elles sont éliminées, elles sont hors de la game, elles ne peuvent pas revenir, sont comme trop petites, là. Toutes les unités fragiles, là, vous allez voir, ils ont un ou deux de force, là. Donc c'est des petits, là, c'est 50 à 100 personnes, là. Puis ces unités-là, quand ils sont éliminés pour de bon. Puis ils ont un seul step, essentiellement. Vous avez un autre petit symbole. Où est-il? Qui a ce petit symbole-là? Il y en a un ici, là. Warford en a un ici, là. Fait que si vous voyez là, l'unité qui est à droite ici, une espèce de petite cible, ça veut dire que ça, ce sont des sharpshooters. Donc ce sont non pas des snipers, ça n'existait pas vraiment dans ce temps-là, là, mais je sais pas, là, c'est des troupes qui sont mieux équipées. Puis l'Union en a, puis les rebelles en ont aussi, là. Vraiment pas beaucoup, là, mais ça, c'est des unités qui vont avoir un bonus essentiellement au combat quand ils tirent parce qu'ils sont meilleurs que les autres par rapport à ça. La très importante ligne dans le haut, la ligne de couleur, là, où est-ce que c'est écrit dans ce cas-là, Wofford, Barksdale, bon, Brewster que j'avais tantôt, c'est le nom de la brigade à laquelle appartient l'unité. Là. Tout se passe, les activations se passent par brigade dans ce jeu-là, là, comme on va le voir. Là. Puis finalement, ce que vous avez en dessous, là, c'est la désignation historique de l'unité. Là. Fait que, tu sais, sous la 72e de l'État de New York, puis même, c'est ça, le petit dessin que vous allez avoir là, je pense que c'est un dessin de l'État comme tel. Là. Tu sais, vous n'avez ici de la Georgie, vous n'avez ici de la Caroline du Sud, là. Fait que le petit dessin en gris pâle là, que vous avez en toile de fond, là, nice touch historique. C'est le dessin là, de l'État qui est représenté par cette unité-là. Là. OK, fait que ça, c'est le tour d'horizon. Puis vous avez, bon, l'artillerie, ça, le dessin est pas mal toujours pareil. Puis les artilleries, n'ajustez pas votre appareil, n'appartiennent pas à une brigade en particulier, là. Mais les autres unités, entre guillemets, là, d'infanterie, eux autres vont toujours appartenir à une brigade. Puis chaque brigade a sa couleur unique, là. Vous allez me dire que c'est subtil en crise des fois, là. Mais, tu sais, Graham n'est pas de la même couleur que Brewster, qui n'est pas de la même couleur que Burling, là. Mais on va le voir, là, il y a une petite thématique, là, de... Tu sais, là, les couleurs chaudes sont associées au général Hood, les couleurs plus bleues sont associées à McLaws dans le cas des rebelles, puis les couleurs vertes sont associées à Anderson. Fait qu'il y a un but à faire ça comme ça, là, puis on va y revenir, là. En conclusion, les différents, ce qu'on peut faire avec le marker puis les markers qui peuvent aller sur ces unités-là, là, d'abord, la grande majorité des unités, à l'exception des unités fragiles, ont deux steps. C'est-à-dire que si on fait un clic droit dessus, là, dans ce jeu-là, ils appellent ça Battle Worn, usé par la bataille, dans le fond. Là. Fait que là, j'ai pris mon unité de Graham, là, si vous avez vu ici, là, puis dans le fond, là, je l'ai flippé à l'endos. Donc, si cette unité-là, entre guillemets, perd un step, elle devient Battle Worn. Puis là, évidemment, là, sa force en souffre, ainsi que son rating de cohésion qui en souffre aussi. Là. Puis on va revenir, là, mais tu sais, là, à partir de ce moment-là, elle est à risque d'être éliminée. Tu sais, là, si elle mange d'autres hits, là, parce qu'elle a déjà perdu son premier step. Une unité peut aussi avoir des hits de morale. Donc, un premier hit de morale va rendre l'unité le shaken. Elle est un peu secouée, si on veut. C'est bien écrit sur l'espèce de. Dans le jeu physique, c'est un marqueur qu'on met sur l'unité. C'est bien résumé, là, ça lui donne moins 1 de force puis moins 1 de cohesion rating. Et oui, le cohesion rating peut descendre aussi bas que 0, mais il ne peut pas être négatif. Puisque on peut aussi souffrir d'un autre moral hit, puis là on devient à ce moment-là disrupted, qui est un step de plus, où est-ce que là vraiment on perd 2 points de force puis 2 de cohesion rating. Fait qu'il faut pas oublier que l'unité comme Brewster, qui devient comme la 72e de New York ici, là, qui devient Battle Worn, elle tombe à 2 de Cohesion Rating. Fait qu'elle, vraiment, elle aussi pourrait éventuellement être shaken, puis après ça être disrupted, puis tomber à 0 de Cohesion Rating. À noter qu'on n'a pas besoin d'être magané. Une unité qui est comme ça, qui n'est pas Battle Worn, pourrait aussi avoir des hits de morale. C'est différents résultats qu'on peut pogner avec la table de combat. Là. Puis certaines unités commencent la game dans ce qu'on appelle un skirmish order. Là. Ce que je lisais dans le rulebook, c'est qu'un skirmish order, c'est que l'unité, au lieu d'être déployée en rang d'oignon, là, puis être déployée là, vraiment là, de manière là, disciplinée, puis toute l'équipe, là, est déployée de manière un petit peu plus dispersée. Puis ça donne des avantages, des inconvénients. Disons qu'au niveau du déplacement, c'est l'unité peut se déplacer plus rapidement.
C'est plus difficile de tirer efficacement sur l'unité parce que ces troupes, justement, là, sont un petit peu plus dispersées. Par contre, l'unité, pour la même raison, est moins efficace quand elle tire. Et l'unité, quand elle est dans cette formation-là, dès qu'une unité ennemie arrive adjacente, cette unité-là doit retraiter automatiquement. C'est impossible d'avoir des unités en skirmish qui sont collées sur l'ennemi. Dès que l'ennemi arrive à côté de vous autres, là, fait que si je prends Barksdale ici et que je le déplace, quand j'arrive là, ben là, l'Union fait reculer l'unité de Ward ici. Puis si je continue d'avancer, le même principe, elle va toujours reculer. Fait que, tu sais, elle ne fait jamais face à l'ennemi officiellement. On va le voir quand on va parler des déplacements, mais vous pouvez enlever l'ordre de skirmish d'une unité, là, moyennant un certain coût en point de mouvement. Puis c'est impossible, là, les seules unités qui peuvent être en skirmish order, c'est ceux qui commencent le scénario comme ça. C'est impossible en cours de game de prendre une unité nowhere puis de dire je la mets en skirmish order, là. Fait qu'une fois que vous enlevez le skirmish order d'une unité, c'est pour la vie. Puis c'est jusqu'à la fin de la game, là, à l'échelle de la game, là, on ne peut pas prendre une unité puis la redéployer en skirmish order. Ah, voilà. Puis par rapport au point de victoire, là, ben évidemment, là, même si cette pauvre unité-là, par exemple, là, de la brigade de Graham, là, se retrouve éliminée, là, puis qu'elle était comme amochée, là, qu'il restait 3 points de force, puis qu'elle était disrupted, au niveau de la paye des points de victoire, vous allez toujours utiliser, là, vous allez toujours utiliser son côté, oups, vous allez toujours utiliser son côté, là, si on veut, là, frais, là, son côté le plus fort pour déterminer la paye en points de victoire à la fin de la game. Fait que si les rebelles ont éliminé cette unité-là de la brigade Graham, là, à la fin de la game, ça vaut 3 points de victoire. 6 divisé par 2. Même si au moment où elle a été éliminée, elle était complètement tout croche, puis qu'elle valait essentiellement peut-être juste 1 point de force, là, les rebelles sont quand même récompensés pour le nombre de soldats initiaux qu'il y avait à l'intérieur de cette unité-là. Là. Ah, difficile pour moi de m'arrêter, mais je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà un bout que je parle. Mais croyez-moi sur parole, c'est écœurant comme jeu, c'est excellent. Ça fait partie d'un système. Fait que si vous aimez ça, comme tout bon système, il y a des petites nuances subtiles d'un titre à l'autre, là. Mais vous venez de vous ouvrir la porte à peut-être 5-6 jeux là, qui utilisent ce système-là, là. Fait que si ça vous fait triper comme mon ami Tim Gagnon, bon ben just can get enough. Puis vous allez en avoir plusieurs. Puis ça a culminé récemment. Ce jeu-là est sorti en 2018, ça fait quand même un petit bout. Mais ça a culminé cette année en 2022 avec la sortie de A Most Fearful Sacrifice, qui est peut-être l'ultime opus sur le sujet, qui couvre la bataille, les 3 jours de la bataille de Gettysburg au complet, avec un système qui n'est pas tout à fait de celui-là. Là, c'est avec des cartes, je pense, plutôt qu'avec des cheats que vous tirez d'une tasse, mais le raisonnement est le même. C'est encore Herman Luttmann qui l'a fait, là, fait que l'inspiration là, est très très forte, là, puis vous ne serez pas du tout dépaysé si vous jouez à ce gros jeu monstrueux. Et c'est la dernière carte, je crois, que Rick Barber a faite, The Most Fearful Sacrifice. Là. Il est mort, comme je dis, je pense en 2021, mais le jeu est sorti, le jeu était déjà fini, la carte était déjà finie. Fait que ça vous ouvre une porte là, très très intéressante d'explorer tout ça. Là. Fait qu'accompagnez-moi dans cette odyssée. Là. Je vais sortir d'autres vidéos aussi au travers sur d'autres choses parce qu'on risque de prendre un bout là-dessus. Là. Mais bon, manquez pas ça parce que vous allez passer à côté là, d'un petit bijou, selon moi. À plus!